Après cette seconde journée dédiée à la promotion de la santé mentale, que peut-on retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est vrai que c'était très riche. Alors, vu mes capacités, je ne vais pas vous faire une synthèse de la journée, parce que compte tenu de la richesse des propos, de la diversité des sujets, ça me paraîtrait très réducteur de vous faire cette synthèse. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est un certain nombre de mots-clés que j'ai entendus aujourd'hui, qui sont pour moi très évocateurs. J'ai entendu des termes comme le logement, le travail, l'insertion, le bénévolat. On part là sur une posture individuelle pour aller vers le collectif, l'autonomie, l'expérience des médiateurs santé-pairs, on a pu le voir là, très porteur d'espoir, à la fois pour les personnes en souffrance psychique, mais aussi, moi j'ai été très sensible à l'ouverture sur l'évolution des postures professionnelles des soignants. Là, on a effectivement une rencontre à construire. Pour aller vers les rencontres, patients, familles et professionnels. J'ai entendu aussi l'approche collaborative. C'est-à-dire on sort du rapport sachant-apprenant, mais on collabore. Sur des opportunités de rencontre entre usagers-acteurs de la société civile, des soignants et des chercheurs. Donc des rencontres. Alors j'ai une petite expérience de quelques années dans le métier, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'on parle de ces possibilités de rencontre. Et j'en suis ravi. On a parlé des savoirs professionnels, des savoirs scientifiques, mais aussi de la prise en compte des savoirs expérientiels. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition de ces différents savoirs, mais c'est une complémentarité de l'ensemble de ces savoirs. Moi, ça m'embaume un peu, ça me rend un peu joyeux de pouvoir se dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Tous ces termes nous ont permis de cheminer à partir des besoins individuels de la personne en souffrance psychique pour aller vers la puissance du collectif, au service de la personne, mais ce que j'ai bien compris encore aujourd'hui, surtout avec la personne. Toutes les expériences présentées nous démontrent, s'il fallait encore le faire, que la collaboration, la complémentarité sans hégémonie aucune, pouvait faire des petits miracles qui permettent une fluidité éminemment pertinente entre les acteurs au plus grand bénéfice des usagers citoyens. Je ne peux, à ce moment-là, m'empêcher de faire le lien entre toutes ces initiatives qui vous ont été présentées aujourd'hui, pour lesquelles un débat nourri s'est engagé. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'engagement territorial pour lequel vous et moi, au moins pour un certain nombre, nous sommes engagés. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons initié la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale, PTSM pour les intimes. Ce projet doit recouvrir le département de la Meurthe-et-Moselle. C'est le territoire sur lequel nous devons, ensemble, co-construire une organisation efficiente. Ce projet, à terme, je dirais, tous les départements mettront en œuvre ces projets territoriaux. Comme ça a été déjà dit ce matin, nous avons commencé par élaborer un diagnostic partagé. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, je ne vais pas vous faire la liste complète de ce qu'on y trouve, mais il y a des points qui me semblent importants sur lesquels nous devrons nous appesantir. Un accès aux soins qui pourrait être meilleur. Il semblerait que pour l'ensemble des personnes consultées, l'accès aux soins n'est pas forcément très équilibré partout. La prise en compte des besoins de soins somatiques, qui lui suit un peu le même chemin. C'est-à-dire que quand on est pris en compte avec la souffrance psychique, l'accès aux soins somatiques, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. On a parlé de la place des familles aujourd'hui.
le discours des familles qui mériterait une plus grande considération. Ce que nous ont dit fortement les familles à plusieurs reprises, c'est bien beau tout ça, mais nous on continue, on accompagne après la personne. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous dit? Quelle place a notre parole? Un nécessaire développement de la prévention et de la promotion de la santé mentale. Je pense que suite à la journée que vous venez de vivre, la question ne se pose plus. La communication entre les acteurs, qui mériterait beaucoup plus d'efficience. Et on a pu le voir, à travers les différentes expériences, que les connaissances réciproques sont des éléments, effectivement, d'amélioration de cette efficience. Une meilleure connaissance des rôles et des missions de chacun sur le territoire pour une fluidité des parcours optimale. Qui fait quoi, qui est au service de qui, et comment on travaille ensemble. Un des aspects qui a aussi été abordé aujourd'hui, qu'on retrouve dans le diagnostic du projet territorial, c'est des besoins de formation partagés. Il faut qu'on sorte de nos formations en tuyaux d'orgue, qu'on puisse avoir des formations communes sur des thèmes que nous partageons pour effectivement mieux comprendre les représentations et des uns et des autres sur les différentes thématiques. Un besoin d'innovation dans nos nouvelles manières de travailler ensemble. Comment nous sortons des murs de l'hôpital ou des murs de nos structures médico-sociales? Comment on innove des équipes mixtes, des équipes d'intervention plurielles pour pouvoir mieux répondre aux besoins de chaque usager? Je ne vais pas vous faire la liste de l'ensemble du diagnostic parce que je crois qu'il a 80 pages. Hein, donc, D'accord. Donc je peux conclure, Aude, c'est bon. Je vous remercie de conclure. Donc je ne vais pas vous faire la liste exhaustive. Cependant, nous voyons que si nous voulons améliorer le service à l'usager, à la personne en souffrance psychique, aux familles, aux aidants, il nous appartient de développer les collectifs au travail, de développer la co-construction entre les partenaires. C'est donc dans la phase 2 du projet territorial de santé mentale que nous allons être encore amenés à mettre en œuvre notre intelligence collective, territoriale, afin d'être en capacité de construire un plan de route qui puisse répondre à ces objectifs partagés. Alors, je vais laisser la parole à M. Klein quand même, parce que là je voulais conclure et donner rendez-vous à l'année prochaine. Donc voilà, donc je vous ferez l'épilogue. D'accord. Donc après cette journée riche en expériences et la mise en perspective des possibles, je voulais vous remercier pour votre participation active à la richesse des débats et vous donner rendez-vous l'année prochaine pour notre 3e journée sur la promotion de la santé mentale. Je vous remercie. Le sujet que vous avez abordé aujourd'hui est un sujet qui peut-être est encore vécu par certains des partenaires comme un sujet de spécialiste, mais je peux vous dire, et je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, j'en vois d'ailleurs plusieurs dans la salle et qui ont participé à vos travaux, et le docteur Colombo n'a certainement pas pu vous dire autre chose tout au long de la journée, que c'est aujourd'hui, les questions liées à la santé mentale sont des questions aujourd'hui qui croisent l'action de l'ensemble des acteurs sociaux, et je pense notamment aux travailleurs sociaux. Parce que souvent, nous sommes confrontés à des situations de prise en charge dans la protection de l'enfance, par exemple. J'ai quelques exemples très précis à l'esprit, où finalement, après des chemins chaotiques, des personnes dont on ne sait plus quoi faire, que l'on ne sait plus comment orienter, qu'on ne sait plus comment prendre en charge, sont prises en charge in fine, en bout de chaîne, dans le cadre d'un accompagnement social, d'une prise en charge sociale, je vais parler de façon très générique, alors que chacun des intervenants, chacun des acteurs a conscience du fait que les problématiques liées à la santé mentale sont partie d'un tout, et qu'un accompagnement global qui s'appuie, comme vous d'ailleurs, vous venez très bien de le souligner, sur les ressources d'abord de la personne, sur son propre savoir, sur son savoir-faire, son savoir-être, sur sa place dans la société, sur ce qu'elle est capable finalement de co-construire comme réponse au problème qui lui est posé à l'instant T ou comme
co-construire dans son parcours de vie sont insuffisamment, voire parfois pas du tout prises en compte. Et je suis aussi frappé, je l'ai souvent été, par la porosité entre les enjeux liés à la santé mentale et les enjeux liés à la précarité. Et là aussi, c'est une question qui nous revient de plus en plus fréquemment. D'ailleurs, les professionnels, je pense aux initiatives des professionnels du Conseil départemental sur le Grand Nancy, qui organisent chaque année une journée de travail sur le sujet, ou le travail que fait la protection maternelle et infantile, nous en témoignent régulièrement. J'ai eu l'occasion de rendre quelques rapports ces derniers mois au gouvernement sur les enjeux liés à la lutte contre la pauvreté, notamment chez les plus jeunes. Et combien de fois avons-nous pu constater, je parle là en Meurthe-et-Moselle comme dans bien d'autres exemples que j'ai pu voir à travers le pays, à quel point il fallait aussi que nous soyons très proactifs sur la construction des réponses sociales. Parce que dès lors que l'on permet à des personnes de, bien sûr, recouvrer leur dignité, de se réappuyer sur leur réseau, de reconstruire leur réseau relationnel, leur réseau social, de reprendre donc confiance en elles, eh bien, on est, dans ce cas, en situation de reconstituer finalement un fil de citoyenneté active. Pour les personnes les plus pauvres, eh bien, la porosité entre les différentes formes de précarité, elle est absolument évidente. Donc, le travail que le département a engagé, je prends juste un seul exemple, je ne vais pas alourdir le propos en cette fin de journée pour vous. Le programme que le département a construit, par exemple, sur la restauration scolaire pour faciliter l'accès à la restauration scolaire des familles qui ont le moins de revenus en créant un repas à la cantine pour 1 euro pour les familles qui ont les revenus les plus faibles. Et puis nous allons d'ailleurs engager une réflexion, enfin plus qu'une réflexion d'ailleurs, nous allons nous engager rapidement dans la tarification scolaire zéro, c'est-à-dire la tarification de la cantine à 0 euro pour les familles vraiment les plus pauvres, parce que malgré les tarifs très faibles, des familles en sont encore éloignées aujourd'hui. Eh bien, nous voyons à quel point nous pouvons, en réglant une partie de ces questions-là, en dégageant des personnes en grande fragilité d'une partie des préoccupations, notamment là liées par exemple à l'éducation et à la santé de leurs enfants, on redonne la capacité à ces personnes de se consacrer ou de consacrer du temps, de l'énergie, de l'envie à la reconstruction de leur finalement de ce propre fil rouge de leur vie. Et ça tient aussi, pour conclure, beaucoup à évidemment la communication entre les différents univers. Alors, je ne vais pas utiliser ces mots valises qu'on utilise tout le temps dans ce genre de colloque, le décloisonnement, le travail interinstitutionnel, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, enfin bref, tout ça, vous le maniez encore bien mieux que moi. Moi, je veux simplement constater que je le regarde depuis le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, le REM, que je le regarde depuis la PMI, que je le regarde depuis l'accompagnement des élèves en difficulté dans les collèges, que je le regarde depuis le service social départemental, depuis la protection de l'enfance, depuis les politiques d'insertion des bénéficiaires du RSA. Bref, quel que soit le point de vue que j'adopte avec ma casquette de président du département de Meurthe-et-Moselle, je pourrais vous citer 1000 exemples de situations individuelles. Et je vois Eliane Piquet qui est là, on en a souvent discuté avec elle, et notamment sur l'accompagnement des enfants en situation de fragilité psychique et psychologique, et on a encore des progrès à faire en la matière. Eh bien, je pourrais vous citer 1000 exemples de situations individuelles qui, parce qu'elles n'ont pas été correctement appréhendées par une vraie interdisciplinarité, ont été des situations qui ont généré de la souffrance personnelle, de la souffrance institutionnelle, et qui, au final, se sont dégradées. Pas parce qu'il manquait des moyens, pas parce qu'il manquait de la bonne volonté, pas parce qu'elles n'avaient pas été repérées ou parce qu'elles étaient inconnues ou parce qu'elles avaient échappé à, mais tout simplement parce que nos systèmes, nos tuyaux d'orgue, malgré les efforts que nous faisons tous pour les faire disparaître, ont très vite tendance à prendre le dessus. Et ça, c'est bien la preuve d'ailleurs que ce n'est pas une science exacte. On est sur un mouvement particulièrement itératif. Et celles et ceux qui travaillent dans ce champ, peut-être le savent encore mieux que moi, mais ce n'est pas parce qu'on aura consommé de l'incantation pluridisciplinaire à n'en plus savoir qu'en faire qu'on aura réellement transformé les pratiques et politiques et professionnelles. Donc si j'ai un seul message en conclusion à vous délivrer et une seule attente à exprimer à votre égard dans la perspective de vos 3e journées, si j'ai bien compris, l'année prochaine, c'est de ne pas lâcher ce morceau-là, parce qu'on voit que quand il est mis en œuvre, il peut
être facteur de résolution, et on voit malheureusement encore trop souvent à quel point il est un facteur malheureusement de maltraitance quand il n'est pas correctement, non pas déclaré, mais lorsqu'il échappe finalement à la réalité des pratiques professionnelles. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de ces travaux aujourd'hui, en espérant qu'ils portent leurs fruits dans la durée.